Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle séquence organisée par Construction 21 avec le salon CIMI. Alors, on a intitulé cette séquence Construction modulaire hors site préfabriquée pour faire plus vite et plus vert. Alors, je vous apprends rien, le secteur de la construction et du bâtiment aujourd'hui a besoin de se réinventer pour se décarboner. Se réinventer, ça veut dire quoi? Ça veut dire changer nos façons de faire, changer les procédés. Et s'il y a bien un mode constructif qui a un peu le vent en poupe, dont on entend pas mal parler ces dernières années, c'est bien le hors-site. Alors ça pose plusieurs questions, c'est celle qu'on va se poser pendant notre petit temps d'échange, notamment en quoi la construction modulaire et le hors-site peuvent-ils verdir, mais aussi redynamiser un secteur de la construction qui, on peut se le dire, parfois est un peu en berne et un peu en difficulté. Mais également, quid de la conformité aux normes réglementaires et techniques? Et puis tout simplement, quels sont les leviers de réussite? Comment mettre vraiment en œuvre des projets qui incluent du hors-site? Pour en discuter, j'ai 3 personnes avec moi qui ont beaucoup de choses à dire sur le sujet. Elles sont à mes côtés. Nous avons tout d'abord Sophie Ménet. Vous êtes directrice générale résidentielle, immobilier résidentiel chez GA Smart Building, qui est donc promoteur concepteur hors site. Bienvenue, merci beaucoup. Merci. Nous avons également Doris Rémy. Vous êtes coordinatrice éco-entreprise et référente habitat privé et hors site au CD2E, qui est donc accélérateur de l'éco-rénovation. Bienvenue, merci. Merci beaucoup. Et nous avons enfin Julien Fléchard. Julien, vous êtes cofondateur et CEO de Block to Build, qui est donc une solution de conception architecturale. Bienvenue, Julien. Merci. Alors, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, de parler des projets en tant que tels, j'aimerais bien qu'on définisse un peu les termes, qu'on sache vraiment de quoi on parle, parce que finalement, on parle de construction modulaire, on parle de hors-site, on parle de préfabriqué. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Quelle est vraiment la différence entre tous ces termes? On va voir ça avec vous. Peut-être, Doris, vous voulez commencer en définissant un petit peu ces différents mots? Oui, merci beaucoup pour la question. Donc nous, on travaille exclusivement en Hauts-de-France. Et quand on a commencé à travailler sur la démarche Énergie-Spronk, c'est un premier sujet. Et au fur et à mesure, on a élargi nos chakras et on s'est dit qu'il faut aller un peu plus loin sur le hors-site. Par rapport aux spécificités des entreprises qu'on a en Hauts-de-France, nous, on considère que le hors-site intègre aussi bien la préfabrication que l'industrialisation. La préfabrication, ça peut être un métier classique de charpentier qui va construire une façade 2D. Et après, il y a tout ce qui est système plutôt industrialisé, où là, on va développer des standards. Je l'évoquerai juste après. Nous, on a très peu, finalement, d'entreprises en Hauts-de-France qui produisent des solutions standardisées. On aime encore beaucoup le sur-mesure, ce qui n'est pas forcément facile quand on souhaite massifier des chantiers, pour nous, en l'occurrence, essentiellement de rénovation. Et du coup, j'avais une slide... Oui, je vous invite à prendre, Merci les beaucoup. appets. Est-ce que ça fonctionne? Pas du tout. J'appuie sur tous les boutons. À la rescousse. C'est censé fonctionner. Ok, je ne suis pas très douée. Donc, finalement, on peut trouver des constructions 2D, des murs dalles, le bouton noir. Ouais, c'est le seul que je n'ai pas fait. On peut trouver aussi des pods. Donc les pods, des salles de bain préfabriquées, des cuisines préfabriquées, des modules 3D qui peuvent intégrer des systèmes de composantes de modulaires ainsi que de pods. Et après, on a vraiment le bâtiment modulaire en tant que tel. Nous, en Hauts-de-France, et je tiens vraiment à le préciser, on a accepté l'invitation, mais on intervient quasi exclusivement que sur les sujets de rénovation. Donc plutôt sur des manteaux 2D et des solutions de kitting ou de pod type salle de bain, cuisine, système modulaire CVC, etc. Très clair. Julien, peut-être un mot à dire sur ces termes de hors-site modulaire? Avec plaisir. Et du coup, chez Block to Build, nous, la conviction, on s'aligne vraiment à ce que le métier est en train de définir avec la filière hors-site France, en disant le modulaire, c'est une partie du hors-site, c'est pas tout. C'est une des 4 catégories qui a été définie parmi les 3D, 2D, 1D et composants non structurels. Une des cordes les plus connues, probablement. La préfabrication, pour revenir à ce qui a été dit auparavant, pour moi, c'est l'histoire du hors-site. C'est l'idée de déplacer en usine la réalisation d'un morceau, d'un composant du bâtiment. Souvent, quand même, la préfabrication est associée à la structure, forcément, parce que c'est ce qui a été le plus développé au cours des années.
Mais je pense que le hors-site, et c'est un peu ce qui est en train de aussi, je reviens à ce que disait la filière hors-site France, mais le hors-site embarque d'autres idées. La première idée que ça embarque pour moi, c'est une ambition environnementale. C'est-à-dire que le hors-site est pensé aujourd'hui pour être une réponse aux enjeux de RE 2025, 2028, 31, de biosourcés, etc. Donc je pense que ça rentre maintenant quelque part dans la définition du hors-site. Et puis, il y a une deuxième part pour moi dans hors-site qui est la notion d'industrialisation qui a été évoquée, de création d'une filière industrielle avec des emplois locaux, avec la capacité de créer des usines, etc. Donc c'est là où je dirais que hors-site va plus loin que préfabrication. C'est très clair, on va parler justement de ces ambitions environnementales que vous évoquiez tout à l'heure. Sophie, pour vous, justement, sur cette question de définition, c'est quoi votre avis ? Alors, beaucoup de choses ont déjà été dites. Peut-être pour moi, comment je vois le terme hors-site versus préfabrication. Je pense qu'il y a un outil hyper important qui est arrivé récemment, qui s'appelle le BIM, et en fait, tout ce qui est l'outil numérique. Et je pense que ce qui a fait transformer la préfabrication hors-site d'aujourd'hui, c'est rendu possible grâce à ces outils-là, sur lesquels on n'est plus finalement sur un produit type qu'on vient répéter ou qu'on vient poser quelque part, mais une réponse à une problématique donnée, que ce soit en rénovation, que ce soit dans du neuf, avec une vraie capacité finalement à industrialiser le sur-mesure. Nous, on aime bien dire industrialiser l'invisible, parce qu'il y a énormément d'éléments qu'on peut industrialiser sans que personne ne s'en rende compte. Et ensuite, j'ajouterai un dernier élément pour l'avoir découvert aussi, moi, depuis que je suis arrivée dans le groupe GA, et de voir tout ce qui se passe sur nos chantiers. Et tout ce qui se passe au niveau du résidentiel que je représente et qui est une filière qui est encore peu organisée autour du hors-site, c'est que le hors-site, c'est un process. Et c'est un process qu'on doit démarrer dès la conception. On doit être prescripteur de cette méthodologie. On doit s'organiser avec l'ensemble de la maîtrise d'œuvre, avec les architectes, autrement. Et on doit effectivement se fixer des objectifs à la fois hors-site et à la fois environnementaux. Sinon, on est sûr qu'on n'y arrivera jamais. Vous pouvez toujours revenir en arrière et faire un peu moins de hors-site. Par contre, vous ne pouvez pas en faire plus à la fin, une fois que ça a été conçu de façon traditionnelle. Donc, c'est un process qui vient englober toutes les équipes de maîtrise d'œuvre. C'est un process qui vient ensuite englober une logique de planning. Parce que si on fait que du hors-site, mais qu'on oublie que derrière, c'est un process qui est un process de logistique de chantier. On n'est plus sur un chantier classique où on redécouvre les choses et où on refait. Il y a une vraie logistique qui se met derrière pour ne pas stocker sur place, pour réussir à réellement aller plus vite. Et donc, c'est tout un écosystème qui est en train de se transformer petit à petit pour mettre une brique de plus en hors-site et arriver à un résultat très performant. On va parler justement de ce fameux process et des acteurs, de la montée en compétences que ça suppose. Mais déjà, on peut commencer aussi par la prise de décision, parce qu'en fait, maintenant qu'on a bien défini les termes, on a envie de savoir à quel moment, finalement, on se dit, dans mon projet, je vais intégrer du hors-site. Comment ça se passe finalement dans les faits, opérationnellement ? J'imagine que ça se passe quand même bien en amont. Doris, peut-être un mot là-dessus ? Oui, effectivement, tout se passe très, très, très en amont, dans le sens où le hors-site, c'est une composante qui intègre elle-même plusieurs composantes. C'est-à-dire que, autant sur un métier, sur un chantier classique, vous allez avoir une superposition des interventions des corps de métier. Des fois, ils peuvent intervenir à 2 ou à 3 en même temps, mais jamais dans le cadre d'un système fonctionnel. Le hors-site, il faut le voir comme une composante à part entière. Vous allez avoir une composante, ça peut être de la construction 2D, ça peut être des pods, etc., qui doivent se plugger. Ça veut dire que dès la phase de conception, il faut que le maître d'ouvrage soit au clair, est-ce qu'il souhaite avoir du hors-site ou pas. Et effectivement, la partie caractérisation du parc, elle est essentielle pour savoir si le parc est en capacité de recevoir des solutions hors-site, que ce soit en construction ou en rénovation, parce que soit en construction ou en rénovation, il faut avoir la possibilité de déplacer les types de solutions, de les poser. Enfin, il y a un certain nombre d'études à faire en amont. Et donc la caractérisation, elle est essentielle, la phase de conception et ensuite l'intégration des différentes clauses dans les marchés. Nous, au CD2E, on accompagne justement des maîtres d'ouvrage à intégrer des clauses, à voir quels sont les types de solutions qu'on peut essayer de mettre en place. On a mis un outil qui pourrait vous intéresser qui s'appelle la clause verte, qui est un closier dans lequel les maîtres d'ouvrage peuvent venir piocher un certain nombre de clauses, y compris des clauses hors site.
Pour être transparente avec vous, on a eu une difficulté en Hauts-de-France, c'est ce que j'indiquais en introduction. On a aujourd'hui finalement peu dans le panel d'entreprises de diversité d'entreprises. Ce qui fait que le maître d'ouvrage, s'il est trop précis dans la rédaction de clauses dans ses marchés, peut orienter vers une entreprise. C'est là où on doit encore faire un petit peu de sur-mesure, malheureusement, aujourd'hui. Voilà, globalement. Si vous avez plus de questions sur la fameuse clause verte, vous aurez évidemment un temps d'échange après notre table ronde. Julien, ce côté penser en amont, conception, dès la phase de conception, ça vous parle aussi? Alors, moi, c'est le fondamental de notre entreprise. J'ai travaillé pendant 12 ans dans une entreprise générale à essayer de faire rentrer du hors-site, la logistique, l'industrialisation. Bon, c'est Montessori, hein, faire rentrer un carré dans un rond, c'est compliqué. Il faut que la forme soit bonne. Et donc, on a créé cette boîte avec nos trois associés parce qu'on est convaincus. J'ai trouvé la slide. Ouais, on a convaincu que tout se joue au tout départ de la conception, dans la phase qui se passe entre l'esquisse et le permis de construire. 80% aujourd'hui des décisions qui vont impacter le poids carbone d'un bâtiment et son prix, toutes ces décisions sont prises à ce moment-là. Et globalement, c'est un moment où l'architecte, il est tout seul pour résoudre tous les sujets. Il doit régler la réglementation, il doit régler des demandes de l'urbanisme, des demandes des preneurs qui changent, il doit intégrer des matériaux qu'il ne connaît pas forcément très bien avec la RE 2020. Et donc, ça le conduit à faire quoi? Ça le conduit à faire des prototypes de bâtiments. Ça, c'est chouette, parce que du coup, on a des bâtiments qui sont diversifiés. Mais ça le conduit aussi à faire des prototypes de chaque sous-partie du bâtiment, le fameux châssis, le fameux standard invisible. Et ça, par contre, c'est plus problématique, parce que derrière, vous avez des industriels qui n'arrivent pas à industrialiser, à massifier leur production, et qui ont du mal, du coup, à faire descendre les coûts. Et nous, on est convaincus chez Block2Build que ceci, ça peut se régler si on arrive à bien faire communiquer les fournisseurs avec ces gens qui conçoivent au tout départ. En fait, il y a un souci aussi de pertinence qui se met en place. C'est aussi ce dont vous vouliez nous parler, Sophie. C'est finalement, on choisit de faire du hors-site, mais il faut que ce soit quand même que ça fasse sens. Alors oui, alors ça fait vachement sens de faire du hors-site, hein, bien sûr. Moi, je me permets de réagir par rapport à ce que tu disais, Julien. Je pense qu'effectivement, il y a un gros lien à faire avec les industriels, ce qui n'était pas habituel dans nos métiers. En tant que promoteur, on se met à être aussi un peu prescripteur de méthodologie constructive, ce qui n'était pas non plus totalement habituel. Et moi, ce que je constate, c'est que même en faisant ce travail-là, même en étant en lien avec les industriels, et c'est ce que je fais tous les jours, en fait, il y a un autre écosystème qui est hyper important, c'est celui dont vous parliez. C'est-à-dire que, in fine, l'entreprise locale qui va faire, vous n'avez pas forcément toujours en tête l'impact de tel choix de structure, tel choix de façade, tel choix de plancher. Ça va avoir des impacts sur le placo, ça va avoir des impacts sur l'électricien, ça va avoir des impacts sur le plombier, qui eux, en fait, sont pas dans cet écosystème et qu'on doit être en capacité d'embarquer avec nous en fonction de la quantité de hors-site qu'on va être en capacité de faire sur les chantiers au fur et à mesure. Il y a un certain nombre de personnes qu'on va embarquer dans les usines, il y a un certain nombre de personnes qu'on doit embarquer sur nos chantiers. Et moi, je l'ai déjà dit dans une conférence c'est pendant ce CIMI, mais je crois qu'il y a un nouveau métier aussi de coordination et de pilotage qui ne peut plus être uniquement fait par le promoteur ou par l'architecte, parce que ça fait rentrer tellement de corps d'État et d'impact sur les autres corps d'État qu'il y a un espèce d'immense OPC ou quelque chose, en tout cas, à réinventer dans notre maîtrise d'œuvre, de façon à ce qu'on soit en capacité de piloter l'impact de chacun de nos choix sur l'ensemble des corps d'État. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, on n'y est pas encore complètement. Nous, on a initié des choix, on a fait des grands choix de conception, comme tu le disais. Il y a certains choix sur lesquels on a dû revenir en arrière pour des réglementations qui changent, parce qu'on va peut-être y arriver aussi, mais oui, si on avait la chance d'être dans un pays avec des réglementations un peu stables, les industriels auraient plus de facilité aussi à répondre à la commande. Mais voilà, moi j'ai cette chance d'avoir l'industriel en interne, mais malgré ça, on se rend compte que c'est quand même tout un écosystème à transformer. Et on va y arriver.
On va y arriver. Effectivement, ça soulève pas mal de problématiques. Alors, vous parliez de cet écosystème. En effet, tout ce qui est du ressort de la montée en compétences, de la formation, c'est évidemment un sujet qui est très important, notamment au niveau local. Doris, peut-être que vous avez des pistes à nous donner, des choses qui sont déployées dans les Hauts-de-France avec le CD2E. Alors, en fait, leur site n'est pas arrivé du jour au lendemain en Hauts-de-France, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure. Il y a eu déjà le lancement des opérations Energy-Sprong. Il y a des choses qui ont fonctionné sur Energy-Sprong, d'autres un petit peu moins. Après, il faut reconnaître que ça nous a permis quand même de lancer des opérations et de tester et de donner envie à des entreprises d'aller sur ce type de sujet. Une fois qu'on a fait ça, en 2022, la région a commandé une étude sur l'évolution des métiers au regard de l'intégration des solutions hors site. Et donc, il y a eu tout un travail de recensement, d'échange avec les entreprises, avec les centres de formation, pour voir quelles seraient les formations à mettre en place en Hauts-de-France pour répondre aussi à la demande et aux objectifs de rénovation du parc. En Hauts-de-France, on fait partie quand même des régions qui sont les plus touchées par les problèmes de rénovation. Quand on regarde au niveau des bailleurs, il y a plus de 160 000 logements en étiquette EFG à rénover d'ici 2030. Et on peut en rajouter 250 000 en étiquette D. C'est pareil, on a un nombre colossal de bâtiments éducatifs. On a 60 000 écoles à rénover dans un laps de temps qui est autant limité. Donc à un moment donné, il faut voir comment est-ce que la filière arrive à se structurer. Est-ce qu'on a les compétences, est-ce qu'on a les savoir-faire, est-ce qu'on a les métiers ? Donc il y a une enquête qui a été faite dont les résultats sont sortis. Donc ça a été mené par l'AFPA en lien avec la DRETS. Ce qu'il ressort, c'est qu'il va y avoir des évolutions des métiers. Mais ça, je vous apprends rien. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a des métiers qui sont assez féminins. Typiquement des métiers comme le carrelage, etc., dans lesquels on peut retrouver de plus en plus aujourd'hui des femmes dans le métier du bâtiment, qui seraient intéressées pour travailler en usine. Il y a vraiment des jonctions entre certains corps de métiers qui pourraient rejoindre le travail en usine. Et après, il y a un autre métier qui va arriver, c'est le métier d'assembleur, qu'on peut aussi finalement retrouver comme coordinateur de ce chantier, qui va vraiment avoir pour rôle de vérifier que l'ensemble des pods, des types de solutions s'imbriquent correctement, et pour gérer aussi la jonction entre les standards. Parce que bien qu'on souhaite aujourd'hui développer des standards, c'est pas parce que des façades seront hors-citables qu'on pourra rénover de manière massive avec l'ensemble de ces façades. J'entends par là qu'il y aura toujours du sur-mesure. Et notre assembleur devra gérer ce sur-mesure. Donc là, c'est pareil, c'est un nouveau métier. En Hauts-de-France, il y a des échanges très très poussés avec la filière bois pour qu'une école du bois développe une unité vraiment de transformation. On est aussi en train de réfléchir au développement de Fab Labs mutualisés pour que des boîtes puissent tester de nouvelles technologies avant de les acheter. Parce que ça fait partie des sujets que je dois aborder juste après, mais une entreprise, pour investir, il faut que ça vaille le coup d'investir. Aujourd'hui, les équipements coûtent assez cher. Une machine, c'est à minima 400 000 euros. Donc avant de se lancer dans des acquisitions aussi importantes, il faut être certain d'avoir des volumes. Oui, la question économique, évidemment, est prégnante aussi. Alors, on parlait donc de coopération, de coordination. Ça vous parle aussi, j'imagine, Julien ? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur le sujet. Juste pour reprendre ce qui vient d'être dit, il y a un vrai sujet de transformation de la façon de faire. Et notamment parce qu'on est dans une industrie qui vit avec c'est génial, des lots, des corps de métier bien séparés, bien silotés, ce qui n'est pas vraiment compatible avec l'approche hors site, qui est par nature multi-lot et qui s'approche plus du système, plus que d'une approche par lot. Et ça a vachement de sens aujourd'hui d'amener une façade finie. Ça a vachement de sens avec sa fenêtre, parce que du coup, on est hors dehors d'air. Ça a beaucoup de sens d'amener une salle de bain avec tous ces équipements. Et donc, on transforme un écosystème complet avec ces nouveaux métiers d'OPC, d'assembleur, de gestion des interfaces. C'est un sujet qui n'était pas prononcé dans la construction pendant des années. Et là, tout le monde est en train de se rendre compte, mais en fait, l'interface, c'est là où il y a de la valeur. C'est là où on va créer des brevets. Et donc c'est intéressant, ça transforme. Il ne faut pas avoir peur de la transformation, mais en tout cas, ce sera des nouveaux métiers. Transformer, rassembler et peut-être aussi du coup s'appuyer sur les forces qui sont présentes sur place. Sophie, vous aviez peut-être aussi quelque chose à rajouter là-dessus. Alors il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais je relèverais
peut-être deux ou trois éléments dont vous avez parlé. Le premier, c'est la structuration de la formation. Aujourd'hui, on se rend compte, y compris dans les écoles d'ingénieurs, ils commencent à imaginer des cursus hors site. Donc ça veut dire qu'on est bien dans une logique de transformer la façon de penser et la conception et l'exécution. La féminisation dont vous venez de parler. Alors là, vous avez quelques photos de nos usines et des photos de femmes, ça tombe bien. Par exemple, chez Ausabois, c'est vrai qu'on se rend compte que dans nos usines, on a à peu près 20% de femmes. C'est clairement, c'est clairement des métiers qu'on voit pas sur les chantiers. Et pourquoi ? Parce qu'on travaille dans des ateliers, c'est propre, il fait chaud. Enfin, on est dans des conditions de travail bien meilleures pour faire un travail de qualité. Et puis le dernier sujet que je relèverais, c'est le petit logo Made in France. Nous, chez GA, c'est vrai qu'on est souvent sur les podiums et on essaye de pousser le hors-site en disant surtout, le hors-site, il peut être français et il doit être français. Parce qu'on voit bien que tout autour de nous, tous les pays se sont mis au hors-site avec des pourcentages plus ou moins importants, en structurant ou en ne structurant pas leur filière, et en voyant débarquer les Chinois, les Polonais, etc. Et garder notre souveraineté dans l'acte de construire est très important. Et aujourd'hui, en tout cas, je peux en témoigner, on sait faire des logements préfabriqués dans des usines françaises avec des vrais contrats français, en étant dans des prix de revient du marché d'aujourd'hui. Voilà, avec de fortes ambitions environnementales. Garder notre souveraineté, féminiser, effectivement, commence à bien dessiner tout ce qui peut se passer, tout ce qui peut être embarqué avec le hors-site. Et si on revient vraiment à l'intitulé de notre séquence, on parlait de plus vite, plus vert. Mais justement, ça fait aussi partie des bénéfices que peuvent apporter ces procédés hors site. Je vais peut-être rester avec vous, Sophie, parce que vous avez sans doute des exemples concrets à nous présenter, peut-être quantifiés, de vraiment des bénéfices qui sont apportés justement avec GA. Alors, plus vert, je dirais zéro débat. Globalement, toutes les opérations qu'on a en ce moment en commercialisation sont déjà sur des seuils 2028. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même très très peu de production qui atteint déjà ces niveaux environnementaux. Et clairement, c'est possible grâce au recours à une conception qui a été faite hors site, c'est-à-dire avec une optimisation de matières premières, qui est le premier levier, qui est avec l'utilisation du bois, mais pas exclusivement. Nous, on est vraiment dans la logique de se dire, mettons le meilleur matériau au meilleur endroit. Je crois que tout le monde a repris cette phrase maintenant. Mais globalement, c'est effectivement la source même du hors-site, déjà, de minimiser l'utilisation de matières premières. Voilà, ce qui est déjà... C'est déjà pas mal. Et après, non, c'était le plus vite, c'est ça aussi, ouais, oui. C'est ça. J'étais sur le plus vert dans ma tête, mais il fallait que j'aille sur le plus vite. Le plus vite. En gros, on peut aller très 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 vite, ou on peut aller moyennement vite. Ça dépend si on a recours à plus de 3D ou à moins de 3D, tout simplement. Donc dans les exemples remarquables qu'on peut avoir dans le groupe, on a livré 150 chambres étudiants en 3-4 mois. Bon, ça c'est parce qu'on est sur du modulaire 3D, la chambre est finie, elle arrive, on la plug, on fabrique l'immeuble. On a récemment livré 3000 m² de bureaux sur Monaco en 3 semaines. C'est du modulaire 3D, tout est vraiment préparé. Il faut que j'appuie. On me fait signe d'appuyer sur... Il y a des photos, c'est ça? Alors, je ne sais pas s'il y a... Non, c'est tout? Après? Ok, encore? Voilà, Monaco. Ça illustre. Voilà, ça c'est vraiment un immeuble qui s'est fait en 3 semaines de façon complètement préfabriquée. Donc là, pour l'occasion, moi j'avais été dans les usines juste avant. Là, 100% de l'immeuble était déjà prêt au moment où on a appuyé sur le bouton pour être en livraison. Après, la plupart du temps, en fait, on n'a pas forcément recours qu'à de la 3D. On a recours à de la 3D sur ce qui est le plus intelligent à mettre en 3D. C'est-à-dire, là, vous avez des exemples de salles de bain, tout ce qui va embarquer, comme tu le disais, Julien, beaucoup de corps d'état. L'intérêt, c'est d'avoir le moins d'impact sur le site. Et pour avoir le moins d'impact sur le site, il faut limiter le nombre de camions. Donc, quand un camion emmène 10 corps d'état, forcément, on réduit drastiquement l'empreinte carbone et l'impact sur l'environnement. Globalement, en résidentiel, moi, j'utilise surtout la 3D pour les salles de bain.
Et ensuite, on travaille principalement en poteau-poutre 1D avec du remplissage 2D, donc en bois ou en mix bois-béton. Et ça permet de gagner un délai de l'ordre de 30%. Bon, effectivement, on peut bien se rendre compte du gain d'efficacité, mais aussi du verdissement effectif. Julien, vous avez peut-être aussi d'autres exemples à nous donner pour appuyer un peu ces propos ? Tout à fait. Alors, on l'a dit tout à l'heure, hein, hors site englobe vraiment la partie industrialisation, repenser la conception, mettre le bon matériau au bon endroit. Nous, c'est vraiment c'est ce qu'on pousse avec Block to Build, parce qu'on fait quelque part des concentrés d'ingénierie. Donc c'est une forme d'industrialisation qu'on met à disposition des architectes, dans lequel on a pensé pour chaque sous-partie, pour chaque composant, quel était le bon matériau, quelle était la bonne méthode constructive, et on intègre ça tout de suite dans la conception pour que les architectes partent avec les bonnes infos. Ça ne veut pas dire qu'on va livrer, vous voyez, ce gros bloc, on ne va pas le livrer en un morceau sur le chantier, ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est de dire, si vous faites du hors-site sur la volée d'escalier avec du bas carbone, des prémurs bas carbone, que vous allez chercher un édicule préfa, que vous allez chercher une main courante en économie circulaire, et en fait, en mettant tout ça bout à bout, on va réduire de 50% le poids carbone de cette partie du bâtiment, en étant dans les standards industriels, donc avec des coûts qui sont compétitif, et il suffisait de le prendre dès le départ. Et donc nous, c'est ça qu'on pousse chez Block to Build, c'est cette façon de dire, ok, on optimise, on met le bon matériau au bon endroit. Il y a un deuxième sujet qui va derrière et qui est important, c'est que le hors-site pousse à être économe en ressources, souvent. C'est-à-dire qu'on va se dire, comment est-ce qu'on fait pour qu'on utilise le moins de matériaux, qu'on soit le plus pragmatique sur la façon d'approcher les choses, et puis aussi à générer moins de déchets, en fait. Parce que le nombre de fois où moi j'ai fait piocher des cages d'escalier parce qu'en fait on n'avait pas complètement tout résolu avant d'aller en exécution est malheureux. Le nombre de fois où j'ai fait jeter des trappes parce qu'on avait commandé trop de trappes parce qu'on ne savait pas combien il y en avait, le hors-site permet d'effacer ces choses-là, de pouvoir aller dans des approches qui sont plus vertueuses, mais qu'on comptabilise malheureusement pas assez encore. Économiser, optimiser. Doris, peut-être que vous voulez aussi rebondir sur ces termes. Oui, il y a plein d'autres sujets. Enfin, c'est en complément, il y a aussi le côté économie circulaire. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas forcément beaucoup apparaître il y a quelques années. Alors, on parlait d'économie circulaire, de valorisation des matériaux, etc. Mais aujourd'hui, quand on voit des entreprises qui viennent nous présenter leurs solutions, elles ont pensé à la conception de la solution, de leur système, du pod, du 2D, du 3D. Mais en plus, elles ont pensé à comment cette solution ou une partie de la solution pouvait être remplacée en cas de problème. Avant, on n'avait pas cette logique-là de remplacement et ce volet économie circulaire est de plus en plus prégnant et ça permet quand même de diminuer l'impact environnemental et d'avoir quelque chose de plus vert. Un autre sujet... donc, je travaille au CDSE, on est le pôle d'excellence bâtiment durable, on est très, très, très biosourcé. Et vraiment, on voit les biosourcés qui arrivent vraiment sur le déploiement qui sont de plus en plus intégrés sur les solutions hors site. Sur de la façade, on peut aisément aujourd'hui mettre de la paille, du chanvre, du lin, du miscanthus, bientôt du bambou. Donc c'est vrai que tout ça, on développe tout un catalogue de solutions à faible impact environnemental et en plus des solutions qui sont produites localement. Et cette notion de local, elle est très importante parce qu'aujourd'hui, quand on parle hors site, on a parlé industrialisation. Ce qui intéresse nos élus quand on parle d'industrialisation, ça va être le développement économique, l'implantation d'entreprises et la création d'emplois. Et la création d'emplois, elle n'est pas qu'au niveau de l'entreprise, elle va être au niveau de la création de la filière. Il faut remonter un petit peu avant. Et quand on arrive à intégrer des produits locaux, c'est d'autant plus pertinent. Sur le côté circuit court, il y a un autre sujet, c'est la logistique qui a été abordée juste avant. Pour être efficace, on estime qu'il ne faut pas que l'usine qui produit les systèmes, les solutions, soit à plus de 3 heures de route. Parce qu'après, globalement, ça contribue beaucoup moins au côté développement économique et il y a des temps de trajet, il y a de la logistique en plus à gérer. Alors, vous avez un tout petit peu débordé sur un sujet que je voulais évoquer juste après parce que vous avez beaucoup parlé de la ressource. Effectivement, évidemment, c'est essentiel. Donc, on va parler de ces fameux matériaux biosourcés. J'ai envie de savoir, en fait, si pour aller vers ce bas carbone, sur cet impact environnemental faible, est-ce qu'on doit automatiquement, du coup, associer le hors-site à des matériaux biosourcés ?
Alors, du coup, je reprends. En Haute-France, le CD2E et Fibois animent le pacte bois biosourcé, sur lesquels des maîtres d'ouvrage, bailleurs, promoteurs, collectivités s'engagent à intégrer des surfaces en matériaux. Et clairement, c'est quelque chose sur lequel on a vu une belle inspiration. Comme il y a un engagement de la part des maîtres d'ouvrage, il y a de plus en plus dans les sorties de marché l'intégration de biosourcés. Et comme c'est ce que j'indiquais tout à l'heure, on a beaucoup de parcs à rénover, leur site permet d'agir plus rapidement. On va retrouver l'intégration de clauses biosourcées hors site dans les marchés. Et là, clairement, on stimule les choses. Julien, sur cette question des matériaux, voilà, est-ce qu'on peut tout employer en hors site? C'est quoi les disparités entre les matériaux, justement? Je pense que sur ce sujet, c'est important de ramener. Enfin, leur site, c'est un moyen, hein, c'est une méthode de production, c'est pas une finalité. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un certain nombre de produits bas carbone, et notamment le biosourcé, qui sont assez exigeants à mettre en œuvre. Et ça ne vous viendrait pas à l'idée de tronçonner sur un chantier une dalle celtée, ni de faire du lamellé-collé sur chantier, c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai de manière globale. Et en fait, nous, ce que je pense, en tout cas, c'est de dire qu'il y a des matériaux qui sont compliqués à faire sur chantier, qui sont compliqués à manipuler sans des outils spécifiques, qui demandent des conditions de mise en œuvre un peu contrôlées. On parlait tout à l'heure de l'usine pour le fait que les gens soient bien, mais il y a aussi des matériaux qui ont besoin d'un degré d'hygrométrie, de température. Leur site, c'est un fabuleux moyen pour accélérer tout ça. Il faut pas se le cacher, c'est plus simple de faire un mur en béton bas carbone préfabriqué que sur chantier. C'est plus simple de faire du pisé, c'est plus simple de faire la terre crue, c'est plus simple de mettre la paille dans le mur en ossature bois quand on est dans un environnement contrôlé. Et donc je pense que c'est un formidable moyen pour ça. Sophie, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit? Alors, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Peut-être un petit mot sur les matériaux biosourcés que nous, on pousse depuis plusieurs années. Et comme j'ai vu qu'il y a quelques photos avant, je vais revenir dessus. En particulier, par exemple, cette opération à Gennevilliers, sur lequel on est parti sur des prototypes mix bois-paille. Là, ça va être un peu mon petit coup de gueule, mais pour le coup, on est allé très loin, on a tout chiffré. On est allé sur toutes les technicités possibles et imaginables, et aujourd'hui, on est bloqué par les pompiers. On est bloqué par les pompiers sur les planchers bois, on est bloqué sur les pompiers par l'intégration de paille dans les doubles murs, même en hors-site, même en pouvant leur prouver que quand ça arrive, c'est déjà en coffret. Derrière, c'est des ATEX, ça coûte cher, ça prend du temps. Donc le hors-site, c'est un accélérateur de tout ça, mais on a besoin que la réglementation nous suive. C'est-à-dire que nous, là, en ce moment, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on va bien plus vite que la réglementation. Et nos projets ne s'inscrivent pas dans des délais qui permettent d'avoir les ATEX et autres. Donc ça, c'est le vrai accompagnateur qui nous manque aujourd'hui. C'est la capacité à se dire, OK, en France, en fait, il n'y a pas que le béton. On sait construire autrement. Quelles règles il faut mettre, quelle défense incendie il faut qu'on ait, et que cette règle elle soit stabilisée et que nos usines puissent enfin produire des produits qui correspondent aux règles en vigueur aujourd'hui. C'est vrai qu'on n'avait pas évoqué cette question de la réglementation. On peut peut-être prendre une petite minute. Doris, Julien, si vous voulez rebondir aussi sur cette question-là. Effectivement, la réglementation bloque énormément les projets. On l'a vu sur plusieurs opérations, même déjà à l'époque d'Energy Sprong. Il y a des blocages au niveau des SDIS, il y a des blocages au niveau des bureaux de contrôle des fois. Faut trouver comment emmener les bureaux de contrôle sur ce type de sujet. Alors là, il y a quand même des choses qui commencent à se structurer au niveau national, notamment avec l'association Filière Hors Site France. Il y a une commission de normalisation AFNOR qui s'est constituée aussi pour appuyer un certain nombre de sujets. Et après, il y a toujours des expérimentations plus ou moins locales. Nous, on a tenté, malheureusement, on n'a pas été retenu de déposer un programme européen pour appuyer ce type de sujet et pour faire financer des ATEX, parce que les ATEX coûtent très et trop cher, malheureusement, aujourd'hui, et sont un gros frein dans nos objectifs de massification et dans les moyens qu'on est en capacité de mettre en œuvre. Julien, un petit mot dessus. L'essentiel a été dit. J'ajouterais derrière réglementation, assurance.
qui est étroitement lié pour moi, parce qu'on va un peu plus loin, c'est que derrière tout ça, il y a aussi le fait que ça fait peur, même si c'est des techniques qui sont... Et donc les assureurs souvent poussent à ce que ça soit bien baqué, et voilà, tout ça, ce sont des freins qu'il faut lever. Des freins à lever, effectivement, mais toujours avec optimisme, bien sûr. Il nous reste une dernière question à évoquer. On a déjà pas mal balayé le sujet, mais en termes de bénéfices, donc on a parlé des bénéfices environnementaux, on a parlé des gains en termes de temps, mais on n'a pas parlé vraiment d'argent. On sait que évidemment c'est un sujet qui est extrêmement important. Comment en fait le hors-site, c'est également une réponse viable et intéressante économiquement parlant. Julien, je peux peut-être rester avec vous sur ce sujet. Ok. Alors moi, là-dessus, j'ai un avis qui est un peu tranché, mais c'est rare, mais là-dessus, j'ai vraiment envie qu'on aille plus loin. Pourquoi ? Parce que dans une vie précédente, j'ai eu l'occasion de travailler dans la banque et j'allais voir des industriels. À cette époque-là, je suis même allé voir GA. Et ce que j'avais trouvé super chez les industriels, c'était cette notion de on pilote, on a des usines et on pilote un taux d'utilisation. Et quand on allait voir des cimentiers, des gens qui faisaient des fenêtres, des gens qui faisaient de la vraie industrie, ils disaient nous, quand on n'est pas à 70% de taux d'utilisation, on n'est pas rentable et ça ne va pas. Vous allez voir des industriels du hors-site en France, ceux qui sont à plus de 50%, ils ont le sourire. Ils disent waouh, c'est rarement arrivé à ce niveau-là. Et donc, si on veut que ça marche, si on veut que notre transition énergétique elle se fasse, que notre hors-site il fonctionne, il faut les remplir, ces usines. Il faut faire que les CAPEX dont on a parlé tout à l'heure, les investissements qu'on est en train de mettre en place, ils tournent, ils produisent pour pouvoir justement réussir à avoir la productivité qui suffit et qui fonctionne. Donc moi, sur l'économie du hors-site, je suis convaincu qu'elle va venir, mais je suis convaincu que ça nécessite une massification de la demande. Donner de la visibilité aux architectes. Je suis allé la semaine dernière chez un préfabricant béton qui a fait un investissement colossal dans une super ligne de production. Un truc tout automatisé, génial, pour faire des dalles béton-bois. Et quand j'y suis allé, ils étaient en train de faire des petits carrés de dalles béton parce qu'en fait, ils faisaient des tout petits morceaux et des tout petits des trucs qu'ils doivent adapter à chaque fois. C'est pas comme ça qu'on va réussir à faire descendre le coût de production. Il faut qu'on arrive à les faire tourner, ces usines. Sur l'optimisation économique, justement, Sophie, vous avez peut-être aussi quelque chose à rajouter ? Moi, je vais peut-être en profiter de ces images pour rajouter un petit mot sur la valeur du logement hors site. En dehors de tout ce que tu as dit, que bien évidemment je valide sur la partie industrielle. Nous, on a la chance aujourd'hui de passer 3 opérations, là, par exemple, de les commercialiser en ce moment. Et c'était pour nous un vrai enjeu, parce que si le hors-site n'arrivait pas à répondre à une valeur meilleure pour l'acquéreur final, je pense que tout ce qu'on est en train de se dire, ça ne sert à rien. Donc oui, le coût de travaux aujourd'hui est un peu plus cher, même si ça se défend par rapport aux niveaux environnementaux qu'on arrive à atteindre avec ces montants de coûts de travaux. Mais c'est plus rapide, donc moins de frais intercalaires. C'est très performant. Aujourd'hui, tous nos bâtiments et tous nos logements sont en étiquette énergétique A, ce qui fait qu'on arrive à garantir les charges, ce qui fait qu'on arrive à avoir une maîtrise des charges qui sont intégrées dans les plans de financement de nos acquéreurs et des banques aussi qui nous suivent en disant comme vous créez des produits qui sont très performants, on va nous aussi faire un effort sur nos taux parce qu'on sait à terme que nos clients vont avoir moins de problématiques avec vos bâtiments qu'avec un bâtiment qui serait D, E, F en acquisition. Donc ça resolvabilise quand même beaucoup nos clients. Et le calcul qu'on a fait avec les banques sur un emprunt de 20 ans, c'est qu'in fine, on gagne en vrai, en valeur globale, entre 13 à 15% coût d'acquisition et exploitation pendant la durée du financement, on va dire. Et ça, au départ, on se le disait comme ça dans des salles entre nous. On a mis en vente ces logements et globalement, les particuliers le calculent très 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 vite, voient l'impact très 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 vite. Et alors, hors site ou pas, entre guillemets, ils s'en foutent. Le principal, c'est le résultat. Et le hors site nous permet de garantir le résultat. Et c'est ça le vrai plus.
Oui, c'était justement une question en plus que je voulais aborder sur la question de l'acceptabilité, sur l'usager, justement. Vous avez constaté des retours très positifs et concrets sur... Je pense qu'en tant que professionnel, on s'est tous pris beaucoup plus la tête pour savoir comment le marché allait résonner. Est-ce que les élus vont accepter? Mais est-ce qu'on va pas faire des boîtes à godasses? Est-ce que les architectes vont accepter? Parce qu'en fait, ils vont faire des trucs moches. Moi, je trouve que ces 3 projets, ils sont très beaux. Et en fait, les clients, pas du tout. Les clients, ce qu'ils ont besoin aujourd'hui, c'est qu'on leur dise on va enfin vous livrer des logements de qualité, avec moins de réserves. On va enfin vous livrer dans des délais qu'on va maîtriser et qu'on va vous garantir. Et c'est ça qui est important. Et c'est ce que le neuf n'arrivait plus à faire. Il y a une dérive de la qualité, une dérive des délais, qui fait que le hors-site aujourd'hui a toute sa place pour rééquilibrer une offre face à l'offre de l'ancien. Vous vouliez peut-être rebondir dessus. Ouais, et j'ajoute ce que tu viens de dire qui est hyper important, c'est que on se retrouve avec des industriels qui vont avoir une notion de produit, qui vont avoir une notion d'usager. C'est assez hallucinant quand même de voir qu'aujourd'hui, quand on construit un bâtiment, on ne demande pas aux gens ce qu'ils veulent. Mais par contre, un industriel qui est en train de développer un produit de salle de bain, il va poser la question, il va réfléchir, il va avoir une approche utilisateur. Et c'est un vrai changement bénéfique. Et donc, je pense que ça va être un plus pour le développement de la filière. Sur ce changement un peu de paradigme, justement, peut-être Doris, vous aviez quelque chose Oui, effectivement, sur la construction, ça fonctionne très bien. Nous, ce qu'on voit en Hauts-de-France, c'est que malheureusement, sur de la réno, ça reste encore plus cher, à peu près 20% plus cher que sur du classique. Ça reste plus cher parce qu'aujourd'hui, nos entreprises qui préfabriquent essentiellement n'ont pas suffisamment de demandes. Donc là, ce qu'on a fait, c'est que déjà, cette année, on a mis en valeur pas mal d'appels d'offres pour informer les entreprises sur les sorties de marché. On le faisait, mais on a encore plus poussé. On a organisé des revues de solutions durant lesquelles des entreprises des Hauts-de-France, mais pas que, viennent pitcher pour présenter leur offre de services et leurs produits. Et en parallèle, on a eu des maîtres d'ouvrage qui ont informé sur leur sortie de marché de solutions, de chantiers qui pouvaient intégrer des types de solutions hors site. Pour aller encore plus loin, en 2025, en Hauts-de-France, là, on va lancer un appel à manifestation d'intérêt général auprès de 3 territoires. Un territoire, ce sera sur l'échelle d'une communauté de communes, une communauté d'agglomération, peu importe. Mais on ne va pas regarder la compétence du territoire, mais vraiment le périmètre et tous les acteurs qui gravitent sur ce périmètre. Ensuite, on va travailler, on va prester une partie caractérisation de ces 3 périmètres pour voir globalement quels sont les types de bâtiments qui sont hors citables. Et après, il y aura des lancements d'opérations et des informations auprès de l'ensemble des acteurs des filières pour drainer les filières en mode expérimental sur 3 territoires tests. Voilà, donc c'est ce qu'on a pensé faire pour aller plus loin, parce qu'aujourd'hui, on entend les acteurs, on entend les entreprises qui nous disent « ouais, mais il n'y a pas assez de sorties de marché, c'est compliqué ». On entend les maîtres d'ouvrage qui nous disent « oui, mais c'est bien, c'est très bien, c'est super qualitatif, mais ça reste trop cher ». Donc, écoutez, on a dit, on va vous accompagner, on va essayer de faire vraiment des sorties de marché groupées et des accompagnements en ce sens-là. Des projets pour aller plus loin. Il nous reste environ 5 minutes d'échange pour peut-être un petit mot de la fin, chacun. Éventuellement, comment on fait pour aller plus loin? C'est quoi que vous retiendriez, dur à dire, justement pour conclure cet échange? Après, on aura 10 minutes environ de questions-réponses, parce que j'imagine que ça soulève pas mal d'interrogations aussi. Je ne sais pas qui veut commencer. Un petit mot de la fin. Comment on fait pour aller plus loin? Tout le monde me regarde, donc j'y vais, je me lance. Moi, le petit mot de la fin, c'est surtout que nous tous, collectivement, on ne doit absolument pas revenir en arrière. Aujourd'hui, on voit que tout le monde commence à s'engouffrer dans les petites failles que couvre le gouvernement sur revenir en arrière sur les enjeux environnementaux. Mais c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur de rester sur nos acquis, de ne pas développer tout ce qu'on était en train de raconter, de ne pas avoir nos ATEX, de ne pas être en capacité de mettre en place une courbe d'apprentissage. Et le mur, si on recule, on se le prendra encore plus dans 2 ans. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir un écosystème qui est en capacité d'évoluer, qui doit monter les marches les unes après les autres,
sans avoir un fossé entre les deux. Et je crois que collectivement, il faut qu'on arrête de se dire est-ce qu'on est RE 2025 et RE 2028 ? Non. En fait, on se fixe le maximum. On voit où on arrive par rapport aux problématiques financières, techniques, les solutions qu'on a face à nous, et on prend le meilleur. Et si à chaque fois on se dit qu'on prend le meilleur à chaque moment, eh ben on augmentera, et en 2028 on fera en fin de la 2028, et en 2031 on fera du 2031. Prendre le meilleur. Julien, peut-être ? Moi, je suis convaincu, et c'est une note d'optimisme, c'est un contexte difficile, mais c'est aussi le meilleur contexte pour se transformer. C'est-à-dire qu'on a une obligation, si ce n'est morale, à minima réglementaire, d'aller faire l'impact environnemental, et moi j'y tiens, c'est important. On a une obligation de trouver une équation économique pour que ça avance, et donc on a les ingrédients pour qu'enfin on arrive à faire bouger les lignes dans l'industrie. Ce qui me fait peur, inversement, c'est que si nous on ne le fait pas, et si on ne pousse pas ça en France, si on n'a pas des usines qui font ça made in France, en fait, d'autres vont le faire pour nous, assez bien, assez efficacement. Ça ne serait pas la première industrie où on se rend compte qu'en fait, finalement, acheter des électrolyseurs ou des voitures ou des éoliennes ou ce que vous voulez, vous allez me dire, les bâtiments, ce n'est pas des électrolyseurs, ce n'est pas des voitures, c'est pas... Oui, mais enfin, le jour où il y a quelqu'un qui va arriver en cassant le prix, on pourra se reposer la question. Donc moi, je suis optimiste en disant c'est une super opportunité d'y aller. Et Doris, pour conclure ? Et donc moi, ce serait plutôt sur la coopération, parce que c'est vrai qu'on parle d'évolution des métiers, c'est une des questions qui a été posée tout à l'heure, mais je crois vraiment au système de coopération. Aujourd'hui, il y a quelques années, quand on parlait à des architectes du hors-site, certains avaient tendance à se braquer, à se dire « ouais, mais ça va enlever une partie de mon métier ». Non, il y a eu des évolutions des métiers. Aujourd'hui, on voit leur site comme une solution à intégrer. Pareil côté bureau d'études. Et après, il y a des coopérations de plus en plus fortes entre les corps de métier. C'est vrai qu'une boîte qui fait du modulaire n'a pas forcément l'obligation de se dire tiens, je vais développer une chaîne pour faire de la plomberie, pour installer des salles de bain. Ça peut être pertinent de se dire tiens, il y a des boîtes locales qui sont en capacité de le faire, on va coopérer, je vais sous-traiter. Et ça se fait de plus en plus, et c'est des nouveaux systèmes d'économie de la fonctionnalité, de coopération, qui permettront d'aller plus loin et plus vite. La coopération, je pense que c'est un beau mot pour conclure. Merci beaucoup à tous les trois. Vous restez avec nous. Il nous reste une dizaine de minutes environ si vous aviez des interrogations, si ça soit... voilà, déjà, je vous amène le micro plein d'interrogations. Bonjour à tous, Pierre Costis, Socotec. Je rebondissais un petit peu sur les remarques de Sophie, notamment. Les bureaux de contrôle ont un rôle à jouer important. Ils ne sont pas tous adaptés hors site, mais il y en a certains. Et je pense que la gestion des ATEX ou autres avis techniques, c'est fondamental. Ça prend effectivement beaucoup de temps, mais ça se gère maintenant. L'exemple des Jeux Olympiques, tout le monde l'a en tête, mais ça a été phénoménal. Le village des athlètes sans les ATEX serait jamais sorti à temps. Et tout le monde a su s'adapter pour le faire. Je pense aux façades phobes, donc c'est pas du 3D complet, mais on y est arrivé. Donc il y a une démarche enclenchée, il y a valoriser cette approche, et puis ça facilite le dialogue avec les pompiers, puisque vous l'avez évoqué, c'est quand même fondamental. Mais là, il y a un rôle d'intermédiation qui est peut-être mal utilisé aujourd'hui, mais qui demande qu'à être utilisé. Ça, c'est la première remarque. J'avais deux autres questions. C'était on n'a pas parlé, mais le hors-site est lié au produit en lui-même démontable et réutilisable. Donc ça pose un problème d'assurabilité, là, par contre, parce qu'en général, on est attaché à un projet, à un site et à un permis. Si vous le réutilisez une fois, deux fois, trois fois, ça pose des vraies questions. Mais c'est une des valorisations du hors-site aujourd'hui qui n'est pas mise en valeur. Et ça réduirait le bilan économique d'une opération à partir du moment où elle est duplicable. Troisième et dernière question, c'est, je dirais, la partie hors-site et réemploi. On n'en parle jamais. Le réemploi est très à la mode. Ça pose des tas de questions aussi. Mais rattaché au hors-site, est-ce que c'est possible selon vous et comment on pourrait le généraliser? Je veux bien prendre les deux dernières questions m'intéressent beaucoup. Je commence par le réemploi parce que c'est celle qui est plus intéressante du point de vue Block to Build. Moi, je me suis associé pour monter cette boîte avec quelqu'un qui venait du booster du réemploi et qui connaît parfaitement. Pourquoi? Parce que je suis convaincu que, pour l'avoir vu beaucoup sur chantier, c'est pas sur chantier qu'on arrive facilement à gérer des matériaux de réemploi. Il faut les vérifier, les requalifier, les stocker, tout ça. Et quoi de mieux qu'une usine pour faire ça? Donc, en fait, moi, je suis persuadé que l'usine et le hors-site, c'est un bon endroit pour intégrer le réemploi.
Et en plus en milieu contrôlé. Donc ça, c'est pour la première partie de la dernière question. L'avant-dernière question, j'ai pas de réponse à vous donner, mais par contre, je vais vous donner mon cas personnel. Vous avez dit la démontabilité, dès qu'on n'est pas associé à un projet, c'est un problème. Ben, je vais vous dire, ça va plus loin que ça. Quand on a développé le concept de block to build et qu'on a dit on va faire des blocs de conception qu'on va réutiliser d'un projet à l'autre, d'accord ? Et qu'on allait voir des assureurs, ils ont fait mais attendez, mais ça veut dire que vos blocs de conception ils sont pas liés à un projet ? Ah mais c'est pas possible parce qu'en fait il faut une décennale, il faut et ce problème que vous avez physiquement, nous on l'a même déjà à la base sur la conception en disant en fait l'idée de faire un bloc qu'on réemploie où on capitalise du savoir-faire d'un projet à l'autre, ça met le bazar dans la logique d'assurance. Ouais. Peut-être sur les réemplois, sur l'assurance, vous vouliez aussi. Ah oui, alors je peux répondre aux 3 questions. La première sur le village olympique, pour bien le connaître, parce qu'on a été un gros acteur du village olympique. Ben ça illustre exactement en fait ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les délais qu'on a obtenus grâce à la loi olympique, on rêverait de les avoir dans la vie de tous les jours. Mais malheureusement, ça n'existe plus aujourd'hui. Donc tous les attacks qu'on a pu avoir sur le village, ben c'est sûr que ça a boosté énormément la rapidité et notre capacité à construire. Pareil, on a fabriqué des salles de bain 3D pour le village. On a fait tout des chaînes chez nous pour être en capacité de produire ça. Ben aujourd'hui, on ne peut plus les mettre parce que la loi a changé, parce que les normes PMR ont changé et parce qu'on ne peut plus mettre une salle de bain sur un plancher bois parce que dans une salle de bain, il y a de l'eau et le bois n'aime pas l'eau. Et en fait, ces normes, elles changent tous les jours. Et donc, tout ce qu'on a fait, nous, on l'a mis à la poubelle. On a recommencé pendant 2 ans. Et puis là, on vient de remettre encore une 3e fois à la poubelle nos salles de bain. Et c'est dans ce sens-là, en fait, où du coup, merci de m'avoir donné l'opportunité de dire ça. Mais on a besoin de cette stabilité, parce que je rêverais de pouvoir réutiliser les salles de bain qui ont été faites au village, que je ne peux plus utiliser. Et voilà. Et avoir les ATEX dans les délais qu'on a pu avoir. Ensuite, sur le réemploi, je valide complètement ce que tu disais. Nous, on a une démarche systématique avec le booster du réemploi. Donc, dans toutes nos opérations, on se fixe en fait un pourcentage de poids carbone qui va être issu du réemploi. Donc, généralement, on est autour de entre 45 et 65 kilos équivalents économisés. Et on arrive à le faire forcément beaucoup plus facilement en ayant des usines un peu sur l'ensemble du territoire, puisque le vrai surcoût du réemploi, c'est sa capacité de stockage et le coût du stockage. Donc ça, pour l'instant, c'est vrai que c'est un vrai atout. Et on a une équipe chez GA qui maintenant est dédiée à cibler les produits qui pourraient nous intéresser et qu'on va pouvoir réutiliser dans nos opérations. Mais je crois que le réemploi, qu'on soit hors site ou pas, mais si on veut le faire, nous, à un moment, on s'est dit, en fait, il faut qu'on cible un poids carbone à obtenir de réemploi sur toutes nos opérations. Au moins, comme ça, on met en face une démarche et on peut réellement voir ce que la démarche produit. Et puis pour les assurances, alors nous, les cas qu'on a eu un petit peu problématiques, c'est effectivement les cas de montage-démontage de bâtiments, en particulier de résidences étudiants, par exemple, mis à disposition d'un bailleur pendant 10 ans sur un terrain mis à disposition de l'État, avec capacité de les récupérer et d'aller les reposer autre part. Ça pose effectivement les sujets d'assurance, de redémarrage des décennales quand on vient les reposer autre part. Ça pose aussi plein d'autres problématiques, par exemple sur les financements sociaux. Vous avez fait financer votre résidence étudiante dans le 92, elle termine à Lille. Et ben les financements, ça marche plus. Donc c'est aussi en dehors de, de la partie assurabilité. On se rend compte qu'on est quand même très local dans tout ce qu'on fait. Voilà. Et on a du mal de décloisonner tout ça. Et pour aller un peu plus loin, c'est vrai que là, on a regardé le bâtiment avec les composants du bâtiment. Ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder dans quelle mesure, dès la phase de conception, on peut imaginer les évolutions du bâtiment en tant que tel. Le hors-site permet ça. Peut-être qu'une école aujourd'hui sera un logement social demain. Et aujourd'hui, on a de plus en plus ces demandes-là des maîtres d'ouvrage en lien avec les évolutions démographiques, en lien avec l'adaptation au changement climatique.
Et il ne faut pas juste regarder effectivement l'aspect démontabilité, réemploi des composantes du bâtiment, mais qu'est-ce que deviendra le bâtiment en tant que tel. Parce que quitte à construire, autant imaginer les futures vies de ce bâtiment. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, les garanties de performance énergétique permettent de montrer que les bâtiments peuvent facilement ne pas bouger pendant 30 à 40 ans, notamment quand ils ont intégré des solutions hors site. Je crois qu'on avait une autre question. Monsieur, oui. Allez-y. Oui. Bonjour, merci pour votre intervention qui était très, très remarquable et très documentée. Moi, je suis pasteur architecte et j'ai travaillé pour GA et pour Ossabois. J'ai créé un module PMR. Et donc, sur le travail du consultant, il est vrai que le hors-site enlève le travail à l'architecte. Parce que ce module est dupliqué et donc on n'a plus besoin de moi sur le chantier. L'avantage quand même de ce module, c'est qu'il y a beaucoup moins d'impairs d'accessibilité à la fin. Vous avez parlé des réserves. Il est évident qu'il y a beaucoup moins de réserves par la suite. Alors, moi, j'avais une question sur la démontabilité. Est-ce qu'on peut imaginer, sur l'entretien, sur le temps, que les éléments soient interchangeables? C'est-à-dire que, bon, on peut prendre un élément, on le remplace et le bâtiment continue à vivre. Je reviens sur ce sujet-là parce c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On va commencer du coup avec le hors-site à ne plus réfléchir par lot et à réfléchir par système, et on va arriver à cette question de dire comment est-ce qu'on interconnecte des systèmes. Mais justement, c'est là en fait que ça va se passer, parce que si on est capable, si on réfléchit plus en clavetage béton, en enduit et qu'on commence à réfléchir en assemblage de modules, de composants 2D, 1D, on réfléchit à comment est-ce qu'on les assemble entre eux. Il suffit d'intégrer aussi la notion de comment je les désassemble. Et je trouve que c'est intéressant parce que en investiguant, en allant mettre de la R&D sur ces notions de liaison, comment on arrive à faire des liaisons qualitatives pour la structure, pour l'incendie, pour la réglementation, pour l'acoustique, qui permettent aussi la démontabilité, on va aller créer du savoir-faire hyper intéressant et permettre aussi cette notion d'exploitation et de maintenance. Et je vais au bout de mon raisonnement. En fait, quand on commence à réfléchir sur le hors-site, on se dit, tiens, c'est vrai, j'ai vu ça pour les blocs sanitaires. Les blocs sanitaires dans un chantier, dans une conception classique, bon, on va faire la gaine technique et puis on verra bien comment. On laisse un espace pour la gaine technique et on verra bien comment ça se passe après. Quand on a commencé à travailler sur des blocs sanitaires, on a été voir le mainteneur, on lui a fait, c'est quoi la largeur de passage pour que tu puisses travailler derrière le bloc sanitaire? C'est quoi tes attentes en termes de tuyauterie? Et donc, je pense qu'on intègre beaucoup plus la notion de cycle de vie, de la conception à l'exploitation, au démontage, avec cette approche, que traditionnellement. Et après, pour poursuivre un petit peu, c'est vrai que on commence à voir aussi des maîtres d'ouvrage qui imaginent la réutilisation de certaines composantes. Sur les chantiers Energisprong de la ville de Lille, il y a eu la mise en place d'écoles tiroirs. Il y a beaucoup d'écoles au niveau de la ville de Lille à rénover. Donc les écoles tiroirs vont se déplacer au niveau des différentes écoles à rénover et donc vont être réutilisées. Après, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais de plus en plus aujourd'hui, quand on parle de hors-site, on va parler aussi de rénovation classique, de construction, mais on peut aussi parler de surélévation, d'extension. Et ces modules qui sont déjà existants peuvent venir se plugger sur des constructions déjà existantes ou de futurs bâtiments. Oui, on se rend compte qu'il y a encore énormément de sujets à évoquer, en plus de ceux dont il a déjà été question. On a peut-être 1 minute, 2 minutes pour prendre une dernière question dans la salle. N'hésitez pas si quelqu'un... Oui, je vois au fond. Et ce sera la dernière, je pense, en termes de timing. Oui, là-bas. Bonjour à tous, merci beaucoup pour cet échange. J'ai une question, notamment pour les pods modulaires. Est-ce que vous les considérez comme des produits finis ou est-ce que cela reste quand même une prestation de service? Et si ils sont considérés comme des produits finis, à quel moment se passe le transfert de propriété entre le constructeur et le maître d'ouvrage?
je ne sais pas si j'ai tout compris. On parle bien des modules sanitaires, par exemple. Oui, par exemple. Alors nous, on fait des modules sanitaires complètement finis. D'accord. Donc ça veut dire que nos clients, on va livrer sur le chantier un module qui est 100% fini, qui va être posé dans le cycle du gros œuvre, donc qui est acheté par le maître d'ouvrage D'accord. à l'usine. Donc c'est un produit fini et plus Fourni, posé. Et plus un contrat de louage d'ouvrage entre. C'est un produit fini, fourni, posé. Ouais, je sais pas, louage d'ouvrage. Moi, j'ai été confronté à ces questions-là dans mon passé parce que on avait 2 questions autour de ça. C'est, on prend un bloc sanitaire tertiaire où, en fait, il doit être posé sur le chantier et généralement, il peut y avoir une jonction à faire, un traitement à faire. Et donc, il y a une question d'interface. Donc, qui finit quoi? Et puis, il y a une question de dire, quand ça sort de l'usine, qui est responsable de ça et qui paye? Est-ce qu'on doit payer tout de suite? Est-ce que la réception et la garantie de propriété commencent? Alors, ça, c'est des bonnes questions à se poser pour s'occuper derrière à la fin du chantier. Moi, le raisonnement qu'on m'avait poussé à faire, c'était de dire, bon, déjà, pour se simplifier la vie, que le fournisseur soit intervenant sur le chantier ou pas intervenant, demandons-lui une garantie décennale. Ça a fait hurler les fournisseurs avec qui je travaillais. Ça a un peu simplifié le problème. Je ne sais pas si c'est la solution, mais c'est en tout cas ce qu'on nous avait demandé. Une décennale. Et après, la deuxième partie par rapport à la réponse à la question de déclenchement des garanties. Est-ce que les 10 ans, tout ça se déclenche? Il faut que le produit soit installé quand même et qu'il soit réceptionné dans son contexte et pas en dehors d'usine. Donc je pense que ça, il faut garder le sacro-saint de la réception du bâtiment. Par contre, juste pour finir, il faut peut-être réfléchir différemment par rapport aux questions de paiement. C'est-à-dire que retenir chez le fournisseur, ne pas le payer le fournisseur en attendant trop longtemps, là, ça commence à avoir moins de sens. Donc, je pense qu'il faut dissocier découper le problème. D'accord, merci. Merci. Doris, peut-être? Non, mais c'était tout pareil. Ça dépend du mode de coopération. Est-ce que le fournisseur, il fournit, il pose, qui fait la pose, et en fait, effectivement, la décennale vient compléter tout le reste. Une dernière? Allez. Oui, excusez-moi, je ne voulais pas monopoliser, mais pour Doris, sur Energy Sprong, c'est un super système importé de Hollande par Greenflex notamment, et tourné vers les collectivités. Donc c'est un produit, à mon avis, qui répond à beaucoup de soucis qu'ont les élus, et là je prends ma casquette d'élu, mais le problème c'est qu'on préfinance les études. Donc on fait saliver l'élu en disant c'est la meilleure façon de rénover en un temps record, et c'est vrai. Sauf qu'après, la facture, elle est énorme. Et donc, la collectivité n'a pas le budget correspondant à ses travaux. Et ça, il y a un truc à faire parce que là, vous auriez plein de collectivités qui vous suivraient. Alors, on accompagne les collectivités, je vous rassure. On travaille avec les bailleurs, promoteurs, les collectivités, enfin tous les acteurs de la filière, les archis, etc. Par exemple, REM, c'était une des premières collectivités à lancer une rénovation d'école avec la méthode Energy Sprong. Il y a des choses qui ont fonctionné, d'autres un peu moins. On a dû venir en relais par rapport au bureau de contrôle. Et malgré ça, ça n'a pas freiné la collectivité. C'est-à-dire que la collectivité, l'année prochaine, elle va lancer 3 opérations de rénovation d'écoles hors site. Et elle va mettre en place une expérimentation au niveau des marchés différés. Donc ça, si ça vous intéresse en tant qu'élu, sur la casquette élu, je peux vous mettre en relation avec l'élu de REM que je connais très bien. Et effectivement, on a de plus en plus de demandes dans ce sens-là pour accompagner, parce que l'un des défauts d'Energy Sprong, c'était qu'il y a beaucoup de choses qui tenaient à des financements via les C2E qui ne sont pas toujours là. Bon, je pense que les échanges peuvent aussi se poursuivre après la séquence. Merci beaucoup à vous 3 d'être venus parler de ce sujet passionnant. Merci à vous tous d'être venus. Pour rappel, c'était une séquence co-organisée par Construction 21. Nous parlons de tout ce qui est bonne pratique et en termes de construction durable. Vous pouvez retrouver nos petits livrets. On parle de hors-site, de réemploi, de plein de choses. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur nous. Merci encore et bon salon.